Je savais que ma sœur me détestait, mais j'ignorais jusqu'où elle irait jusqu'à ce qu'elle fasse glisser un cadeau d'anniversaire de l'autre côté de la table en riant. Un test ADN. Peut-être que ça expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme, a-t-elle dit assez fort pour que chaque fourchette s'arrête en suspens. J'ai ravalé ma honte, j'ai envoyé le kit par la poste et j'ai attendu. Des mois plus tard, l'avocat de la famille a demandé une réunion urgente concernant Grace Ellington. Ma mère a blêmi. Noémie a cessé de sourire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle savait déjà ce que j'allais découvrir. La plupart des gens imaginent la famille comme un refuge douillet. La mienne a toujours ressemblé davantage à une maison au sol froid, belle de l'extérieur, glaciale une fois qu'on y mettait les pieds. En grandissant dans la maison des Ellington à Lyon, j'ai appris très tôt à me faire toute petite. J'étais l'enfant calme, celle qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, celle qui disparaissait dans les coins pour que ma mère ne soupire pas et que ma sœur ne ricane pas. Même alors, le monde de Noémie semblait orbiter au centre de tout. Elle avait le don de capter l'attention sans la mériter. Des rires bruyants, des histoires dramatiques, un talent pour transformer chaque pièce en sa scène. Et ma mère, Evelyne, applaudissait chacun de ses gestes. Quand Noémie avait un décembre 2020 à un contrôle, elle était équilibrée. Quand je ramenais un bulletin parfait, maman clignait des yeux comme si elle avait oublié qui j'étais un instant avant de dire « C'est bien, Grace. Tu peux aider à mettre la table ?» À 35 ans, j'avais construit une vie loin de cette maison. Bordeaux me convenait. Des matins calmes, des routines simples, le genre de stabilité que je n'avais jamais eu enfant. Je travaillais comme analyste financière, je m'habillais dans des tons doux et neutres, et j'essayais de ne pas penser à la douleur constante d'être la fille oubliée. Mais quand mon père, Jack Ellington, est décédé, la gravité de notre famille m'a attiré à nouveau vers elle. Il avait été la seule chose stable dans cette maison, un homme de peu de mots, mais d'une chaleur surprenante. Dans les petits moments, une main sur mon épaule, un hochement de tête fier à ma remise de diplôme. Je ne savais pas alors qu'il portait un secret, plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. 3 mois après les funérailles, maman a insisté pour que nous fassions un petit dîner d'anniversaire dans la vieille maison familiale. Sa voix au téléphone était trop enjouée, trop répétée, comme si elle lisait un texte que quelqu'un d'autre lui avait donné. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti le mélange familier de cire au citron et de vieux livres. Le lustre brillait, mais la maison semblait plus vide sans la présence tranquille de papa. Noémie était assise à la table de la cuisine, feuilletant des brochures de voyage, bronzée d'un voyage récent, me jetant à peine un regard quand je suis entrée. Maman se servait plus de vin que d'habitude, ses mains tremblant légèrement. Quelque chose de non dit planait dans l'air comme un orage qui n'avait pas encore éclaté. J'ai essayé de poser des questions sur le testament, gentiment, respectueusement. Maman s'est figée, son sourire rigide. « Nous ne sommes tout simplement pas encore prêtes », a-t-elle dit, mais ses yeux ont filé vers Noémie, et Noémie a eu un sourire en coin comme si elle connaissait un secret que j'ignorais. Avec le recul, le dîner n'a jamais eu pour but de célébrer mon anniversaire. Il s'agissait de préparer le terrain pour mon humiliation. La tension ce soir-là n'est pas arrivée d'un coup sec. Elle s'est insinuée lentement, comme un courant d'air sous une porte fermée. Chaque petit détail semblait faux. Noémie continuait de me regarder avec cet air d'attente, comme si elle guettait un signal que seule elle et ma mère avaient répété. Le verre de vin de maman n'était jamais vide, bien qu'elle en bût à peine. Ses doigts encerclaient le pied du verre encore et encore, comme si elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Le dîner lui-même était une performance. Noémie parlait sans arrêt. Son travail, son mari, ses projets de refaire sa cuisine dans un style de ferme provençale. Maman riait à chaque commentaire, même ceux qui n'étaient pas drôles. Quand je parlais, la pièce semblait s'assombrir, comme si quelqu'un baissait le volume de mon existence. Au milieu du repas, Noémie s'est penchée en arrière, les yeux brillants. « Alors, Grace » a-t-elle dit doucement, toujours dans ce même cabinet à Bordeaux. Avant que je puisse répondre, elle a enchaîné sur une autre histoire à propos d'elle-même. Ce n'était pas une question. C'était un rappel, tu es un bruit de fond. Pourtant, quelque chose d'autre bouillonnait sous son expression suffisante. De l'anticipation. Du calcul. Quand maman s'est levée pour apporter le dessert, un petit gâteau acheté en magasin qu'elle n'avait même pas pris la peine de mettre sur un plat, Noémie a repoussé sa chaise théâtralement. En fait,
a-t-elle dit en attrapant une boîte brillante emballée dans du papier argenté. J'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Quelque chose que tu trouveras éclairant, je pense. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Noémie. Mais Noémie l'a ignoré, faisant glisser la boîte sur la table vers moi comme si elle contenait une preuve au lieu d'un cadeau. Vas-y, a-t-elle dit, son sourire mince comme une lame de rasoir. Ouvre-le. J'ai retiré le papier, une étrange immobilité s'installant sur moi. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur. Noémie s'est penchée, riant sous cape. Peut-être que ça expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme dans cette famille. Les mots ont résonné, tranchants et délibérés. Maman a tressailli. Je l'ai vue, mais elle n'a rien dit. L'humiliation piquait, mais la peur dans les yeux de maman ressemblait à la vraie vérité s'échappant par les fissures. Noémie ne m'avait pas seulement insultée. Elle avait exposé quelque chose qu'elle n'était pas censée dire à voix haute. Plus tard cette nuit-là, dans mon ancienne chambre au mur toujours peint de ce bleu doux que j'avais choisi à 15 ans, j'ai fouillé dans de vieux cartons comme quelqu'un cherchant la preuve de sa propre existence. Au fond de mon placard, j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait rien à faire avec les autres. La poussière autour avait été dérangée récemment. À l'intérieur se trouvait une photographie. Une Évelyne plus jeune me tenant bébé tout en se tenant à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos, de l'écriture de ma mère, « Pardonne-moi ». Mes mains tremblaient alors que je prenais tout en photo. Puis je me suis tournée vers le kit ADN que Noémie avait livré comme une arme. Elle voulait que je le fasse. Elle voulait qu'il se passe quelque chose. Très bien. Je l'ai posté le lendemain matin, pas parce que Noémie le voulait, mais parce que j'avais besoin de connaître la vérité qu'elle était si impatiente d'utiliser comme une arme. Les résultats sont arrivés 5 semaines plus tard, un mardi après-midi tranquille. J'étais à mon bureau à Bordeaux, écoutant distraitement le bourdonnement de la ventilation quand la notification est apparue sur mon téléphone. Je m'attendais à l'effroi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la clarté. Nette, froide, indéniable. Aucune relation biologique détectée avec la famille Ellington. Mon souffle s'est coupé, mais j'ai continué à lire. Une correspondance suggérée avec la lignée Hartmann, un nom que je n'avais jamais prononcé, jamais entendu, soudainement lié à moi par le sang. Ça n'a pas fait mal comme je l'imaginais. Cela ressemblait à la confirmation de quelque chose que j'avais toujours senti. J'étais une invitée dans ma propre enfance, jamais une fille. Ce qui m'a le plus secoué est venu ensuite. Quand j'ai envoyé les résultats sur le groupe de discussion familiale, rien de dramatique, juste une capture d'écran et une question simple. Quelqu'un veut expliquer ça? Mon téléphone a vibré presque instantanément. Maman a appelé en sanglotant, pas de remords, mais de peur. Grâce, ma chérie, s'il te plaît efface ça. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Des choses se sont passées il y a longtemps. Nous sommes passés à autre chose. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais abordé les décennies que j'ai passées à me sentir comme un fardeau dans sa maison. Elle m'a juste supplié d'enterrer la vérité à nouveau. Mais Noémie n'a pas appelé. Elle a envoyé un message. Juste 4 mots. Eh bien, maintenant tu sais. Froid, satisfait, comme si elle avait attendu la moitié de sa vie le moment où je découvrirais que je n'étais pas à ma place. Ce soir-là, je l'ai appelée, tremblant de questions que je ne savais pas comment poser. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix dégoulinant d'irritation. Pourquoi, Grâce? Pourquoi maintenant? Ai-je exigé? Pourquoi pousser ça? Pourquoi m'humilier? Elle a ri doucement, un son qui a frappé comme de la glace. Parce que j'ai gardé ce secret de famille pendant 20 ans. Parce que maman me le devait. Parce que tu as joué à la victime assez longtemps. Et maintenant les bonnes personnes auront enfin ce qu'elles méritent. Elle a raccroché. Ces mots se sont accrochés à moi comme de la fumée. Le lendemain matin, j'ai commencé à poser des questions discrètes. J'ai parlé à la famille, aux amis, aux anciens voisins, aux gens qui avaient connu mes parents avant la naissance de Noémie et moi. Ce qui a émergé m'a glacé. Noémie creusait depuis des mois, rencontrant des notaires, faisant allusion à des changements à venir, parlant comme si la succession de papa lui appartenait déjà. J'avais besoin d'aide. D'une vraie aide. Le genre que papa aurait insisté pour que je cherche. Alors j'ai engagé une avocate, Sarah Ange,
connu pour son travail dans les litiges successoraux compliqués. Je lui ai tout apporté. Les résultats ADN, la photo, les captures d'écran des messages de Noémie, les conversations étranges, la peur dans la voix de maman. Sarah a écouté, l'expression calme, prenant des notes comme si elle assemblait un puzzle. Vos instincts sont bons, a-t-elle dit finalement. Ce n'est pas juste de la rancœur. Quelqu'un monte un dossier pour vous effacer. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Maître Dalton, notre notaire de longue date, semblait inhabituellement formel. Grâce, votre père a laissé des instructions pour une lecture de testament dans des circonstances spécifiques. Ces circonstances sont maintenant réunies. Je pense que vous devriez vous préparer à ce que vous allez entendre. Se préparer ? Je doute que quiconque aurait pu l'être. Le matin de la lecture du testament, Lyon semblait plus froid que dans mes souvenirs. Pas un froid saisonnier, mais le genre qui pénètre jusqu'aux os. Le genre qui ressemble à un avertissement. Sarah et moi sommes arrivés tôt au bâtiment du centre-ville où le bureau de Maître Dalton occupait le dernier étage. Des baies vitrées du sol au plafond, du bois sombre, le genre d'endroit où les vérités ne se cachent pas, elles résonnent. Nous avons choisi des sièges près de la fenêtre, hors de la ligne de mire directe. Sarah a chuchoté, observez tout. Ne parlez que si nécessaire. Son calme a apaisé la tension dans ma poitrine. Maman est arrivée ensuite. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient épinglés à la hâte, et elle serrait son sac à main à 2 mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne m'a pas salué. N'a même pas croisé mon regard. Elle s'est effondrée sur une chaise au bout de la table, fixant la surface polie comme si elle pouvait l'avaler tout entière. Puis Noémie est entrée. Ses talons claquaient sèchement contre le sol en marbre. Chaque pas portait une assurance suffisante qui frisait le théâtral. Elle portait un tailleur coûteux, couleur crème, parfaitement ajusté, et un maquillage lourd qui la rendait plus dure, plus tranchante. Et bien sûr, elle avait amené son propre avocat, un homme que je reconnaissais pour sa réputation agressive dans les litiges successoraux. Noémie m'a fait un sourire lent, un coin plus haut que l'autre. Grâce, a-t-elle dit, comme si elle saluait quelqu'un d'insignifiant, mais ses yeux brillaient d'attente. Elle croyait avoir déjà gagné. Maître Dalton est entré en dernier, portant un dossier épais. Il se déplaçait avec le calme délibéré de quelqu'un qui comprenait le poids de ce qu'il allait déclencher. Quand il a atteint le bout de la table, il a posé une main sur le dossier et nous a regardés un par un. Avant de commencer, a-t-il dit, je tiens à noter que Jack Ellington a laissé des instructions explicites sur la manière dont cette lecture doit se dérouler. Il a anticipé des complications. Tout ce que je vais partager a été préparé en pleine connaissance de circonstances que certaines d'entre vous pourraient trouver surprenantes. Noémie a modifié son petit sourire, vacillant. Dalton a ouvert le dossier et a commencé à lire le testament. Moi, Jacques Robert Ellington, déclare ceci comme mon testament et mes dernières volontés. Je lègue 70% de ma succession, y compris la maison familiale, les comptes d'investissement et les actifs, à ma fille, Grace Ellington. Le silence a claqué dans la pièce comme un fouet. Noémie a bondi sur ses pieds. Elle n'est pas sa fille, a-t-elle crié. Nous avons des preuves ADN. Elle n'a aucun droit légal. Dalton a levé une main. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a plus. À contre-cœur, elle l'a fait, bien que sa mâchoire fût si serrée que je pensais qu'elle allait se casser une dent. Dalton a continué la lecture. Je sais depuis que Grace a 2 ans qu'elle n'est pas mon enfant biologique. J'ai choisi de l'élever quand même. Je choisis de lui laisser mon héritage parce qu'elle seule s'en est montrée digne. Cette décision ne nécessite aucune autre validation. Le teint de Noémie a viré au gris pâle. Maman a fermé les yeux, la douleur crispant ses traits. Mais Dalton n'avait pas fini. 8 mois avant sa mort, M. Ellington a engagé un détective privé pour documenter toute tentative de manipuler ou d'interférer avec sa succession. Le détective a rassemblé des preuves substantielles. Il a placé une pile de documents sur la table. Paiements, retraits, factures et journaux de réunion démontrant les efforts de Noémie Ellington pour faire pression sur son père afin qu'il modifie son testament, y compris des retraits non autorisés totalisant 50 000 € pendant sa maladie. L'avocat de Noémie s'est raidi. Nous n'avons pas été informés. Dalton l'a coupé. Vous n'étiez pas tenu de l'être. De plus, l'enquête a documenté des consultations avec 3 notaires,
des conversations sur les changements à venir dans l'héritage familial, et l'achat d'un test ADN envoyé au domicile de Noémie et emballé comme cadeau. Les yeux de Noémie se sont écarquillés. « C'est ridicule », a-t-elle dit, la voix tremblante. C'était une blague. Dalton a posé le document final, une note manuscrite de l'écriture inimitable de mon père. Monsieur Ellington a demandé que je lise ceci à haute voix. Il a déplié la page. Noémie, je sais ce que tu planifies. Je t'ai vu essayer de manipuler ta mère. J'espérais que tu choisirais différemment. Ces conséquences sont de ton propre fait. Un son s'est échappé de la gorge de Noémie. Mi-halètement, mi-grognement. Son avocat s'est penché vers elle. Ne contestez pas ceci, a-t-il chuchoté durement. Il y a une clause de non-contestation. Vous perdrez tout. Mais Noémie perdait le contrôle. C'est de la fraude, a-t-elle craché. Grace l'a manipulée. Elle a piégé un mourant. Sarah s'est levée. Sa voix était calme et puissante. Le testament reconnaît explicitement la filiation de Grace et documente le raisonnement de M. Ellington. Toute contestation serait frivole et déclencherait la clause de non-contestation, y compris le remboursement des prêts en cours, environ 200 000 €. Le visage de Noémie s'est tordu. Ce n'est pas un prêt. Il m'a donné cet argent. Pas selon les registres de la succession, a répondu Dalton calmement. Maman a enfin parlé, sa voix n'étant qu'un murmure fragile. Noémie, arrête. Mais Noémie ne pouvait pas. Des années de sentiment d'avoir tous les droits, d'amertume et de peur entraient en collision d'un coup. Ça devrait être à moi, a-t-elle sifflé. Tout. Je suis la vraie fille. C'est moi qui suis restée. Je me suis levée lentement, ma voix stable. Tu n'es pas restée, Noémie. Tu as contrôlé, tu as menacé, tu as bâti ta vie sur des secrets que tu n'as jamais mérités. Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous. Tu ne mérites pas. Grace, a dit Dalton doucement. Il y a autre chose que votre père a laissé. Il a ouvert une enveloppe plus petite qui m'était adressée. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Grace, tu as passé ta vie à croire que tu étais invisible. Tu ne l'étais pas. J'ai vu ta force, ta gentillesse, ton intégrité. Tu étais ma fille, pas par le sang, mais par choix. Et je te laisse mon héritage avec la certitude absolue que tu l'honoreras. Ma vision s'est brouillée. Quand j'ai levé les yeux, Noémie a enfin compris. Ce n'était pas ma victoire. C'était sa défaite, façonnée par l'homme qu'elle avait le plus sous-estimé. Les retombées juridiques sont arrivées plus vite que quiconque ne l'avait prévu. L'avocat de Noémie s'est retiré le lendemain matin, la laissant se démener pour trouver quelqu'un prêt à prendre une affaire qui s'effondrait déjà sous son propre poids. Quand elle a tenté de contester le testament malgré tout, le juge l'a rejeté. En quelques minutes, la clause de non-contestation s'est avérée hermétique, l'épreuve accablante. Son héritage s'est volatilisé. Le prêt qu'elle avait pris à papa, 200 000 €, a été converti en dette personnelle, due à la succession. Et les 50 000 € de retrait non autorisés? On lui a donné 1 an pour les rembourser ou faire face à d'autres poursuites judiciaires. Pour la première fois de ma vie, Noémie semblait petite. Pas humble, juste acculée par les conséquences qu'elle avait toujours réussi à fuir. Maman est venue me voir une semaine plus tard. Elle s'est assise sur le canapé de mon appartement à Bordeaux, les mains jointes, les yeux bordés de rouge. Elle m'a tout raconté, la vérité sur mon père biologique, l'accord passé il y a des décennies, la culpabilité qu'elle portait mais n'avait jamais affrontée. J'ai écouté, mais je n'ai pas tendu la main vers elle. Certaines blessures nécessitent de la distance, pas de la proximité. Je veux arranger les choses, a-t-elle chuchoté. Je te crois, ai-je dit. Mais arranger les choses commence par me laisser vivre sans porter tes secrets. Dans les mois qui ont suivi, je me suis complètement retirée de Lyon. J'ai géré la succession avec l'aide de Sarah, réglé les comptes et choisi calmement, délibérément, la vie que je voulais ensuite. C'était la première fois que je faisais un choix sans me demander qui cela pourrait décevoir. J'ai laissé Lyon derrière moi et j'ai construit une vie plus calme en Bretagne, où les mensonges ne pouvaient plus m'atteindre. Certaines fins ne sont pas bruyantes. Elles consistent à choisir la paix plutôt que la douleur. Et si vous avez déjà été celui qu'on néglige, sachez ceci, vous méritez mieux que les gens qui n'ont pas su vous voir. Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous à Les Liens du passé pour la suite.